Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je rencontre Anne qui exerce le fabuleux métier de journaliste radio. Alors je peux vous dire que j'en ai bien profité pour apprendre tout un tas de choses très utiles pour mon podcast. Quelques jours avant notre rencontre, Anne m'a très gentiment adressé un mail pour me raconter son parcours très riche. Et je dois dire que beaucoup de choses ont aiguisé ma curiosité et soulevé de nombreuses questions. Alors tout d'abord, Anne m'explique qu'elle a commencé sa vie en se disant qu'elle ne souhaitait surtout pas travailler. À 20 ans, elle fait son baluchon et part faire le tour du monde. Après de nombreux périples, elle finit par croiser la route du monde de la radio et du journalisme et y plonge pour ne jamais en ressortir. Elle me dit qu'avec ce métier, elle n'a toujours pas l'impression de travailler, mais tout simplement de vivre. De vivre la vie et de la raconter aux autres. Mais ce n'est qu'avec des années de recul qu'elle a réalisé que ce métier permettait aussi d'être utile à son niveau. Anne, mille merci de nous ouvrir les coulisses de ton métier passionnant. Et merci aussi à Frédéric Basmayous, mon invité de l'épisode 9, qui est scaphandrier chercheur d'épave et grâce à qui on a pu se rencontrer. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, un petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Anne. Bonjour Julie. Tu te décris comme étant une personne multifacette. Enfin, en tout cas, avec plusieurs métiers. J'ai pas dit ça, ouais, mais c'est comme ça que tu l'as interprété. Oui, en tout cas, avec plusieurs métiers. Pigiste, cachetière, indépendante, auto-entrepreneur, freelance, enfin voilà. C'est pas un métier, c'est un statut. D'accord. Mais c'est le même métier. Ok. Mais en tout cas, t'as précisé jamais en CDD, ni en CDI, et tu as conclu en disant plutôt du côté des saltimbanques et non de la rédaction sérieuse. Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Bon, pour une saltimbanque, tu as quand même travaillé sur des très très belles émissions dont on va parler, et notamment une, moi, qui m'a marquée, parce que j'étais une grande fan, et vraiment j'écoutais souvent sur France Intel, Daniel Mermet et Là-bas si j'y suis. Moi, j'ai réécouté les épisodes pour préparer le rendez-vous. Mais les miens? Et ouais, bah bien sûr, entre autres, bah oui, bien sûr. Et tu vois, ça m'a replongé, c'est les appels sur le répondeur. Moi, ça m'a replongé directement dans cet univers et la moto, le bruit de la moto du démarrage. Tu vois, je ne m'en souvenais plus, mais quand j'ai réécouté, mais ça m'a replongé immédiatement dans cet univers-là. Alors ça, c'est la magie de la radio. Exactement. La radio, moi, c'est pour ça que j'aime la radio et que je n'aime pas tant que ça la télé, parce que l'émotion, elle passe par la radio, elle passe par le son. Qui n'est pas pollué par l'image. Quand on regarde l'écran, on va regarder, on se dit tiens, il a un bouton sur le nez, tiens, elle est mal habillée, tiens, je le voyais pas comme ça, tiens, il a pris un coup de vieux. Alors que la radio, on ferme les yeux et on est emporté, on s'y croit. Comme sur le podcast. Comme sur le podcast. Il y a un côté un peu immersif en fait, parce que c'est comme quand tu lis un bouquin, tu peux imaginer tout le décor qu'il y a autour, alors que quand tu regardes un film, on t'emprisonne en fait dans un imaginaire. En fait, t'as plus d'imaginaire en fait. On est bien d'accord. Ouais, tout à fait, voilà. Oui, podcast radio pour moi, c'est pareil, c'est le son et l'émotion pour moi, elle passe surtout par le son, quoi. D'ailleurs, le plus beau compliment qu'on me fasse, c'est que quand après un reportage que j'ai fait, on me dit non, mais je l'ai vu à la télé. Et ça, les gens l'ont tellement vu dans leur tête. Ils se sont tellement projetés. Et ça, alors là, ça veut dire qu'on a réussi. À une époque, enfin, ce que j'ai fait, j'ai enseigné. Ouais. J'ai enseigné le reportage radio à des gens. Et c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. Des fois, c'est difficile. C'est qu'il faut faire des interviews en situation. Pas des interviews assises. Mais il faut faire les choses avec les gens. Et qu'ils ne parlent jamais de ce qu'ils font aussi bien que quand ils le font. Alors Anne, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton métier, drôle, insolite, émouvante, bref, qui t'a marqué, que tu voudrais partager avec nous? Alors j'ai beaucoup hésité parce que il y en a 1000. Ça fait, je sais pas, sans dire mon âge, ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier, donc il y en a 1000, quoi. Chaque reportage est fabuleux, chaque reportage est extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi, il y en a 2 qui sont sortis.
Alors, il y en a une fois, j'ai proposé une série sur les plus beaux trains du monde. Et du coup, alors je suis partie faire, je sais plus, entre 5 et 10 les trains dans le monde, c'est-à-dire un au Mexique, un en Corse, un à Venise, enfin voilà. Mais celui qui me reste, vraiment, c'est le train au Congo, Congo-Kinshasa, parce que c'est typique. Ok, je vais faire le train du Congo. On me dit, ok, très bien. Mais à partir, c'est là que tout commence. C'est-à-dire, bon, il faut que je me trouve un magnéto, puisque je n'ai pas de matériel personnel. Le matériel de qualité vaut une fortune, donc j'utilise celui de la radio. Il faut que je contacte le pays, que je trouve des idées, qui je vais interviewer, quand, où, quand est-ce que le train s'en va, combien de temps ça dure. En fait, pour faire, je sais, maintenant j'ai un peu oublié, mais pour faire, je sais pas, 300 km, il met 24 heures, vous voyez, c'est... Après, donc j'arrive au Congo, c'est l'Afrique, quoi. Ouais. Et là, je me retrouve toute seule, avec mon petit magnéto, et il faut que je ramène à Paris une émission formidable. Sinon, on me jette. Et je suis toute seule. Donc c'est la liberté, c'est grisant, mais c'est terrifiant. Il faut tout construire. Donc, je monte dans le train, ok. Mais je fais quoi après? C'est le métier, c'est le cœur du métier. C'est qui je choisis d'interviewer? Quelles questions je dois poser? Il faut que je comprenne la mentalité des gens dans le train, la mentalité du pays, parce que faire un reportage dans le train, c'est parler d'un pays. Donc il faut que déjà, avant de partir, il faut que je me suis documentée sur tout le pays, les difficultés, pourquoi ces gens sont là, etc. Et après, il faut que j'ai des dizaines de gens autour de moi qui j'interviewe. Je suis toute seule, hein. Qui j'interviewe? Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Il y en a un qui va me raconter des choses extraordinaires, l'autre à côté, ça sera nul. Mais je ne le sais pas. Est-ce que je vais me balader pendant tout le train? C'est-à-dire aller de wagon en wagon? Est-ce que je reste dans mon wagon? Et c'est le métier. Exaltant et terrifiant en même temps. C'est la feuille blanche. Oui, c'est ça. C'est la liberté. Tout est possible. Ouais. Mais le ratage aussi. Ça a fait un reportage, au final, je m'en souviens encore, formidable. Mais enfin, comme beaucoup des reportages qui m'ont laissé un souvenir formidable. Et après, je me souviens que quand j'ai fini, enfin, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai pris un hôtel, enfin pas bon, un hôtel, avant de rentrer sur Paris. Et je me revois dans cette chambre d'hôtel avec l'impression que le lit ne m'accueillait pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le matelas était courbe, mais dans le mauvais sens, je sais pas comment dire. Allait te faire tomber sur les côtés, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais... Parce que j'étais tellement stressée. D'accord. Parce que déjà, je réécoutais pour savoir si le son était bien enregistré. Est-ce que j'avais pris les bonnes décisions, posé les bonnes questions? Et là, c'était foutu. De toute façon, je quittais le pays. Donc, oui, plus de retour arrière possible. Voilà, on ne peut pas... Un journaliste de presse écrite, il réécrit à l'arrivée. Ouais. Nous, c'est dans la boîte où ça n'est pas. Et là, j'angoissais comme une tarée en me disant, est-ce que j'ai bien fait et tout? Et puis là, je me suis dit... Bon, allez, calmons-nous, j'ai réécouté beaucoup, ça m'a l'air très bien. Et à ce moment-là, tout doucement, j'ai eu l'impression que le matelas m'acceptait, qui se courbait, et que je pouvais me loger dans le matelas, et que je pouvais m'endormir, et que j'avais fait du bon travail. Ouf. Voilà. C'est une belle histoire. Et la deuxième histoire, c'est l'exemple type de l'avantage de ce métier, parce que pour moi, c'est être utile. Utile à tous les niveaux. Un petit niveau de quelqu'un pour 1 heure ou 2, et puis changer la vie des gens. Et là, il y a une femme dont j'ai changé la vie, en fait. Voilà. J'ai fait un reportage sur une femme qui a une ferme du côté de l'Alsace et qui a découvert après des années et des années que sa ferme avait été empoisonnée. Et donc, elle a perdu tout son troupeau de moutons. Histoire vraie, bien sûr. Tout son troupeau de moutons, sa mère est morte. Et elle et la personne qui travaille sur sa ferme, dans les petites montagnes, sont en très mauvaise santé, très mauvaise santé. Donc, je suis allée interviewer cette femme qui essayait de démontrer que c'était un empoisonnement criminel, puisqu'elle n'arrivait pas à faire entendre à la justice que c'était un empoisonnement criminel. Et donc, elle me raconte toute son histoire, et c'est un empoisonnement au cuivre. C'est une bouteille pleine de cuivre, qui est un poison, qu'on avait déposé dans une bouteille près de sa source, parce qu'elle buvait l'eau de la source en amont de la colline. Et donc, c'était un combat. Moi, quand je l'ai rencontrée, ça faisait plus de 20 ans qu'elle essayait de faire démontrer que c'était un empoisonnement criminel.
Et je voulais servir un peu de lanceuse d'alerte, c'est-à-dire, je me suis dit: «C'est génial, on va faire ce reportage sur France Inter, ça va exploser, ça va prévenir, Les autorités, les peut-être autorités, ça va faire pression sur les autres journalistes qui n'en parlent pas, sur tout le monde, quoi». Voilà, je voulais servir très modestement de lanceur d'alerte et alors ça n'a pas marché, je le dis tout de suite, j'ai été très déçue, c'est-à-dire que ça a fait pchit. L'émission a été diffusée, mais il n'y a pas eu, en revanche, comme je suis allée consulter des experts, ces experts ont pris pour avoir leur avis sur cette histoire, les experts ont pris contact avec cette dame et ils l'ont aidée à lui sauver la vie parce qu'ils lui ont dit comment se soigner, comment se guérir, comment un peu l'aider, parce qu'elle avait déjà des idées, l'aider à désinfecter sa ferme, parce que ce poison est ce qu'on appelle rémanent, c'est-à-dire qu'il ne disparaît jamais. Donc, aider, donc, et dans un sens, je l'ai mise en contact. Tu lui as permis de lui sauver la vie en le mettant voilà. Alors, ça n'a pas réglé tout, puisque malheureusement, des années après, il y a une enquête criminelle, ça avance, mais tout le monde lui met des bâtons dans les roues, parce que si on reconnaît l'empoisonnement criminel, on lui doit beaucoup d'argent. On doit la rembourser des pertes qu'elle a eues, etc. Enfin bon, Elle n'a jamais réussi à savoir qui avait fait. Elle a des soupçons, mais elle n'a pas de preuves. Et puis surtout, elle veut démontrer, puisque elle écrit un livre, je crois qu'elle n'a toujours pas réussi à le publier, démontrer que le cuivre est un poison silencieux, parce qu'il n'y a pas de signe extérieur. Donc, il paraît que ça s'appelle je crois que c'est le poison des grands-mères, c'est-à-dire que quand on voulait faire disparaître la grand-mère ou le grand-père, on mettait un peu de cuivre dans sa soupe et c'était un peu lent, mais il finissait par mourir. Oui, puis j'imagine que c'est pas compliqué de se procurer du cuivre, au final. Tous les chasseurs connaissent ça par cœur, c'est pour tuer les renards et les choses comme ça. Ouais. Ou empoisonner les chiens du voisin qu'on déteste. Ouais. Donc voilà, c'est un problème ancestral. On a toujours tué les êtres humains, enfin les animaux, mais les êtres humains aussi avec du cuivre. Voilà. En tout cas, oui, j'imagine que ça devait être, même si ça n'a pas eu l'effet escompté en termes d'audience et de lanceur d'alerte, en tout cas, ça l'a aidé concrètement, elle, sur sa vie. Voilà, ou par exemple, des gens qui m'ont raconté des secrets à l'antenne, enfin je veux dire, qui ont été diffusés, mais qui ne l'avaient jamais dit à personne, et qui m'ont dit: c'est génial, depuis votre interview, enfin notre interview, j'ai décidé de changer ça et ça, vous avez changé ma vie. Alors c'est pas moi, c'est le micro, c'est le fait, voilà. Mais voilà, il y a quelques personnes où je sais que j'ai changé leur vie. Enfin, c'est rien à côté des reporters de guerre qui vraiment dénoncent des guerres épouvantables. Merci pour ces 2 belles anecdotes qui sont pas des anecdotes, d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit le bon terme. Alors, avant de parler vraiment concrètement de ton métier, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours et le tout démarrage. Mais alors, même avant le tour du monde, j'ai vu que tu avais fait des études de gestion et de finance, si je me trompe pas. Oui. Mais d'économie. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu comptais faire à ce moment-là ? Et quel était... Est-ce que tu avais un métier en tête à ce moment-là ? Enfin, voilà. Ah non, non, surtout pas travailler. Déjà à ce moment-là. Ah ouais. Pour moi, la vie n'était pas faite ni pour aller à l'école, 40 heures par semaine. Oui. Déjà, j'avais calculé à l'époque qu'on allait on avait plus de cours que les gens qui travaillaient. Parce que c'est 40 heures de présence plus le travail à la maison. T'as raison, les étudiants sont pas aux 35 heures. Voilà. Il faut pas que mes enfants l'entendent ça, parce qu'ils vont me réclamer des heures sup. Et après, moi j'étais très, très intéressée pourquoi la vie, comment est-ce. Donc j'étais intéressée par la sociologie, la psychologie, mais tout ça mais l'économie. J'ai fait, même au bac, j'ai passé un bac économique, parce que pour moi l'économie c'est la vie. Ouais, je suis pas une rêveuse, je ne suis pas une romantique, et l'économie tient la vie. L'économie c'est la vie. Ouais. D'accord. Mais pour autant, tu décides de partir faire le tour du monde, hein, parce que tu as eu quand même un beau voyage. Que faire quand on ne veut rien faire? Vaste question. Et puis c'est sur la phrase une chanson d'Aznavour, hein, je ne crois pas me tromper, qui dit la misère est moins dure au soleil. Ouais. et donc pour moi, la France, l'Europe, c'était la misère, c'est gris, il pleut, il fait froid.
métro, boulot, dodo. Je dis, mais non, ça n'a aucun intérêt. Donc, déjà, allons au soleil. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont raconté qu'on pouvait aller loin avec très peu d'argent, puisque à l'époque, je ne savais pas que j'étais pas dans un milieu de voyageurs, donc on peut ce qu'on appelle faire la route avec très peu d'argent. Et ça a tout changé, quoi, voilà. Et ce sont les plus belles années de ma vie. Très dur. Comme on arrivait à pied partout, les gens, on avait un accès aux gens ils avaient l'habitude de gens qui passaient à toute allure en voiture, des gens riches. Nous, on était comme eux, on était à pied. Donc en fait, pour résumer, hein, on a traversé l'Afrique, donc d'Alger on est allé jusqu'au Cameroun. On a traversé donc d'ouest en est, arrivé jusqu'à la Tanzanie. Là, on s'est fait mettre en prison pour espionnage. Bon, longue histoire. De là, je suis passée à Madagascar. Madagascar, on s'est séparés. Pour la deuxième fois, d'ailleurs, en cours de route, on s'est séparés tous les deux. D'accord. Madagascar, on s'est séparés. Et de là, j'ai fait une saut de puce pour aller à l'île de la Réunion. Et alors, après, ça m'a donné le goût, effectivement. Et du coup, je rentrais. En général, je voyageais 1 an. Je rentrais en France pour travailler, pour faire n'importe quoi, de l'argent, pour gagner de l'argent. Et après, je mettais 1 an à le dépenser. Voilà. Puis à un moment, le dernier, ça devait être, j'ai trouvé un embarquement sur un voilier pour partir de France jusqu'aux Antilles. Un jour, je passe du côté de Nice, il y avait au large, il y avait un bateau, un voilier 2 mâts, avec un panneau cherchant équipier pour les Antilles. J'ai dit très bien, j'arrive. Je suis là. Donc j'ai passé 1 an sur ce bateau. Et puis le soir, c'était la fête. Tous les soirs, c'était la fête. Mais je me dis, mais où je vais avec tout ça ? Je suis retournée pour X raisons. Je suis retournée à l'île de la Réunion. Et là, j'ai croisé des gens qui faisaient de la radio. Voilà. Donc là, il y a eu un petit enchaînement. Il y a une équipe de France Inter qui a débarqué à l'île de la Réunion pour faire une série d'émissions. Donc, j'ai découvert Enfin, il y a eu 2 choses. J'ai découvert la radio, puis les gens m'ont dit, d'abord je leur ai servi entre guillemets de fixeuse, c'est-à-dire que je connaissais très bien l'île. Je leur disais, allez voir un tel, faites ceci, n'oubliez pas de parler de ça, etc. Et ils m'ont dit, c'était Jacques Pradel à l'époque, qui m'a dit, viens me voir à Paris, on verra ce qu'on peut faire. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la première fois que j'avais débarqué à l'île de la Réunion, j'ai été interviewée par la radio France 3 à l'époque, à la radio locale, parce que j'étais la première routarde qui débarquait à l'île de la Réunion. D'accord. Ils n'avaient jamais vu ça, parce que la Réunion, c'est cher. C'est pas un pays du tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Pays en voie de peut-être un jour se construire. Et donc, j'étais interviewée pour raconter mon histoire d'Afrique, justement, comment j'avais traversé l'Afrique à pied. Donc, 1 fois par semaine, j'étais interviewée. Et du coup... Tu as vu l'envers du décor, et là, tu t'es dit, mais c'est un endroit magique. C'est magique. Donc, à mon 2e séjour, j'ai dit, passez-moi un magnéto. Il y a des gens qui font le tour du monde en voilier. Moi, je connais très bien ce milieu. Vous inquiétez pas, je vais aller faire leur interview. Et là... j'ai fait ma première interview radio. Tout cet enchaînement a fait qu'à un moment, je me suis dit, je rentre en France et je vais faire de la... Alors justement, dans ce métier-là, j'ai vu plein de noms différents. Est-ce que je peux te demander de nous expliquer peut-être les différences ? J'ai vu enquêtrice, reporter, chroniqueuse, animatrice. J'ai même vu flashman. Je trouvais ça moche comme mot. Donc, je voulais juste... Est-ce que toi, tu sais nous dire un peu, tu vois, toute la différence ? Enquêteur, ça veut dire qu'on prépare un reportage. Ok. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va le réaliser. Par exemple, j'ai été enquêtrice pour la télévision. Je préparais les reportages, c'est-à-dire que je choisissais les gens à interviewer. Je prenais les rendez-vous, à quel endroit, qu'est-ce qu'on allait faire avec eux, les questions à poser. Je me renseignais sur le dossier. Et après, je livrais tout le dossier à un journaliste qui allait faire l'interview. D'accord. Alors, le deuxième, c'était reporter. Reporter, c'est-à-dire que vous pouvez être journaliste sans être reporter. Reporter, c'est celui qui va faire des interviews. Ok. Qui est sur le terrain. Pour moi, ça veut dire aussi sur le terrain, mais vous pouvez être reporter... Ouais, est-ce qu'on peut être reporter dans un studio ? Bonne question. Pour moi, dans mon esprit en tout cas, reporter, c'est reporter de terrain. De terrain, d'accord, ok. Chroniqueuse. Chroniqueuse, c'est pour moi
Encore, je ne suis pas sûre que tout le monde ait la même définition. C'est quand vous parlez tout seul devant un micro. Chroniqueuse, c'est quand on ne diffuse pas l'interview de quelqu'un d'autre. Et alors, est-ce que c'est pas assez identique avec animateur, alors, du coup, radio? Non. Ah. Alors, chroniqueuse, ça peut être un billet d'humeur, par exemple. Ouais. Je sais pas, enfin, il y a plein d'humoristes, par exemple, qui font des billets d'humeur. Ils sont chroniqueurs. Alors qu'animateur? Alors, animateur, c'est un gars qui peut être DJ. D'accord. Il peut faire un jeu. Nagui, par exemple, c'est un animateur télé, ou radio d'ailleurs, et radio. Il est animateur, il anime une émission. Ouais, ok. Et alors le dernier, c'était Flashman. Alors, je connais très peu ce nom. Pour moi, c'est un mot utilisé plutôt par les Américains. Flashman, c'est le gars qui fait des flashs. Des flash infos, quoi. Infos en radio. Ouais, c'est ça, d'accord. Est-ce que j'en oublie, là, dans la liste? Monteur. Ouais. Le reporter, il peut très bien aller faire des reportages, mais après, il ne monte pas. Or, moi, j'ai toujours, toute ma vie, fait les interviews toute seule, sans technicien, c'est très important, c'est encore un autre métier, et j'ai toujours monté mes propres reportages. Pour certaines émissions, il m'est arrivé aussi de faire le conducteur, ce qu'on appelle le conducteur, c'est-à-dire décider par quoi on commence, la durée de chaque plage, à quel moment je mets des micros, qu'est-ce que j'écris dans les micros, choisir la musique. Justement, quand tu faisais des reportages, c'est toujours toi qui avais l'idée? Est-ce que c'est toi qui t'emparais d'un sujet et qui, du coup, après, faisait le reportage? Ou est-ce que ça peut être des reportages sur commande? Tout est possible. Je n'ai pas travaillé que pour là-bas si j'y suis. J'ai fait plein d'émissions, mais pour toutes ces émissions, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, soit tu proposes, soit on te suggère, soit on te passe commande. Mais en tout cas, si tu n'as pas d'idée, toi, tu t'es viré, quoi. Il faut venir avec des idées. C'est-à-dire qu'avec les années, quand tu collabores avec quelqu'un, après, c'est un échange. Tiens, tu voudrais pas faire ça, ou tiens, je voudrais absolument que tu fasses ça. Mais si tu n'as pas à 80% des idées, t'es viré. Enfin, c'est pas que t'es viré, t'es pas engagé de toute façon. Mais tu n'existes pas. Et alors, comment tu les trouves, toi, les idées? Ah ben ça, c'est le drame. Ça vient d'où? Ça, c'est le drame. C'est que tu y penses tout le temps. Tu ne penses qu'à ça tout le temps. Okay. Il n'y a pas de règle. Moi, ma spécialité, c'était les portraits. C'est le truc que je sais faire, que je réussis bien et que j'adore faire. Mais les portraits, les gens qui méritent qu'on parle pendant 1 heure, 2, en général, ce sont des inconnus. Donc, s'ils sont inconnus, on ne sait pas où les chercher. Comment les trouver? Il n'y a pas de règle. Donc, je passe ma vie à respirer l'air du temps. C'est-à-dire tout le temps, tu marches dans la rue, tu remarques un truc, tiens, ça te fait penser à autre chose, tu lis le journal, mais j'arrêtais pas de lire les journaux et de découper des trucs qui me donnaient l'idée que peut-être un jour, des discussions avec les gens. Je vais faire un reportage sur tel truc, et puis la personne me dit « Ah, mais vous devriez parler de ça ». Il n'y a pas de règle, et c'est horriblement stressant. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent quand même un tout petit peu plus facilement de découvrir les gens. C'est toujours c'est une pelote de laine à tirer, c'est-à-dire que on a une piste et puis quelqu'un vous parle d'un truc et puis voilà, les réseaux sociaux, sauf que je suis pas très réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps. Ça prend un temps fou. Je confirme. Et moi, j'ai rien à montrer. Enfin, je veux bien apprendre, mais moi, j'ai rien à montrer. En fait, c'est ça. Mais tu sais que ça existe, hein. Tu fais partie des profils, je le suis aussi, moi. On appelle ça les Facebook voyeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne donnent pas, mais qui regardent. Oui, je sais. Ah, je peux raconter une anecdote? Oui, bien sûr. Un jour, j'ai fait une émission sur une boîte SM. En fait, c'était un homme, ce qu'on appelle un homme carpette. Qu'il aimait, c'était qu'on lui marche dessus avec des talons aiguilles, qu'une femme lui marche dessus avec des talons aiguilles. C'était un policier, en plus. Histoire vraie. Donc, le summum du truc, ça ne se passe qu'en Belgique, c'est ils allaient dans des boîtes de nuit, ils s'allongeaient sur les marches d'un escalier et le ventre en l'air, sur le dos, le ventre en l'air, et ils attendaient que les femmes leur marchent dessus avec des talons aiguilles. Voilà. Bien.
Moi, ça, c'était pas possible. Donc, on a pris rendez-vous. Je suis allée dans une boîte qui se loue à la soirée. Et ce soir-là, il y avait une soirée SM. Et il y avait des caves où je devais venir. Et il était entendu qu'il allait s'allonger et que j'allais lui marcher dessus avec le peu de talons aiguilles que j'avais sous la main, parce que j'avais pas grand-chose, avec mon petit micro à la main. Donc, il m'a dit, il n'y a qu'une règle, c'est d'abord, vous ne direz pas que vous êtes journaliste, parce qu'il y avait plein de gens, et vous venez en cuir. C'est la règle noire, cuir et noir. J'avais une jupe en plastique noir qui pouvait faire passer pour du cuir, ok. Donc, j'arrive devant ce truc, c'était pas loin du boulevard Saint-Germain, et j'attends, et puis à un moment, je vois rentrer des couples avec des cravaches de cheval qui dépassaient du sac à main. Et je me suis dit, je suis au bon endroit là. Je me suis pas trompée d'adresse. Je me suis pas trompée d'adresse, parce que de l'extérieur, on ne voyait rien. Alors, je rentre, et là, il y avait un homme tout nu. La porte s'ouvre, et il y avait un homme tout nu qui était saucissonné, vraiment comme un saucisson, avec des lanières en cuir, des pieds à la tête, et il tenait ses 2 mains jointes, heureusement avec un cendrier à l'intérieur, pour recueillir les cendres. Déjà, la porte s'ouvre, je vois ça. Bonjour monsieur. Bonsoir. Il me dit, alors on me fait signe, le vestiaire c'est par là, et là dans le vestiaire, il y avait une jeune femme qui prenait mes vêtements, et il y avait 2 hommes qui traînaient dans le vestiaire. Et moi, très, très gênée, parce que c'est pas mon truc. Enfin, si on voit mon CV, on pense que je suis une grande spécialiste, une grande perverse, mais en fait, moi, je suis d'une fraîcheur incommensurable. Et là, les 2 hommes me regardent arriver, et ils me disent maîtresse ou esclave? Panique à bord, parce que moi, c'est pas mon truc. Et je fais, à un moment, je pouvais pas dire que j'étais journaliste. Je fais, non, neutre. Je viens juste pour voir. Ah non. Ah, ils me disent voyeuse. Ok. Bah tu vois, tu l'as fait en boîte, alors tu peux le faire sur Facebook. Voilà. Ok. Bon, alors pour revenir sur le reportage, donc tu parlais effectivement, tu trouves l'idée, c'est t'ouvrir à la vie. Moi, je trouve qu'il y a un autre truc compliqué, c'est comment tu arrives à comprendre d'un coup que tu es face à une personne qui a quelque chose à donner. Il faut tout savoir sur le dossier en question, mais quand on fait l'interview d'un inconnu sur sa vie privée, on ne sait rien. Okay. Il faut sentir le truc. C'est vrai qu'avec l'expérience, ça aide. Ça aide. La chose aussi, c'est de rentrer dans le jeu des gens qu'on a en face de soi, pour qu'ils sentent qu'on n'est pas leur ennemi, qu'on est à leur écoute. Déjà, ils s'ouvrent, ils se libèrent, quoi. Voilà. Bah justement, c'était une de mes questions. Ça veut dire qu'il faut instaurer quand même un climat de confiance. On ne l'instaure pas, il vient. Il vient. Ouais. Il vient, en fait, il n'y a pas de secret, c'est le temps. C'est-à-dire que si on passe 10 minutes avec quelqu'un, il n'y a pas de chance. Moi, pour des magazines d'1 heure, de là-bas, si j'y suis sur France Inter, je passais environ 12 heures par sujet. Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est trouver l'équilibre entre mener la personne là où tu veux la mener, hein, parce que toi, tu as déjà une idée de ce que tu veux obtenir de cette personne, tout en gardant un certain rythme pour pas brusquer la personne. Oui, mais alors il n'y a pas de règle. Ouais. Il n'y a pas de règle d'or. Ce qu'il faut, c'est effectivement savoir, c'est l'expérience quand même, c'est saisir. D'abord, je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Je suis entièrement d'accord. Le tout, c'est d'aller le chercher. Il faut trouver la faille. La faille chez quelqu'un, mais pas la faille douloureuse, quand je dis ça, et dans laquelle je m'infiltre aussi sec. Ouais. C'est-à-dire, c'est la brisure de l'être, où on sent qu'il a une fragilité, où chacun se fait une armure. Dès que je sens que je dépasse l'armure, je m'engouffre là-dedans, pas pour lui faire du mal. Attention. Mais pour révéler ce qu'il est au fond de lui. Pour servir d'accoucheur. Ouais. Pour moi, ce métier de journaliste, en tout cas tel que je le vis, c'est d'accoucher les tripes de quelqu'un, de l'aider à accoucher de lui-même. Ouais. Je peux pas, si le bébé n'est pas beau, je ne peux pas faire un beau bébé. Mais je peux l'aider à sortir, et surtout, je ne peux ne pas abîmer ce bébé. Ouais. Parce que mes questions, ma façon de faire, le montage, je peux abîmer le résultat. Mais oui, c'est ça. En fait, je pense que la base, c'est vraiment d'être ouvert, d'être à l'écoute. Et dès qu'il vous envoie un signal ou de fermeture, ou au contraire, il vous lance une perche, c'est savoir saisir le truc, quoi.
j'ai envie de dire que l'interview, pas le journalisme, hein, puisqu'il y a 1000 façons d'être journaliste, mais l'interview, c'est un sport de combat. Une bonne interview, je sors de là rincée, comme un combat de boxe. Il n'y a aucune violence en moi, ni dans mes interviews, mais je suis en c'est usant, c'est très fatigant plutôt. C'est pas usant, c'est très fatigant. Parce que vous êtes en tension tout le temps et tout le temps, il faut pas saisir, il faut pas rater l'opportunité, quoi. Et puis surtout, on bouscule l'autre, on le pousse dans ses retranchements. Sinon, c'est pas bon. Ouais. Si on ne le pousse pas dans ses retranchements, il faut saisir les contradictions. À un moment, il dit ça, mais il le fait pas dans la vie. Clac! Ouais. Il faut le choper, là. C'est ça qui fait un bon reportage. Sinon, aucun intérêt. Quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu préparais justement pour connaître le sujet. Alors ça, tu fais comment Oui, alors la question, c'était comment on prépare un reportage. Ouais. Eh bien, on lit tout ce qu'on peut. Alors, il faut toujours tout préparer. Tout. Ah, je parle de la radio. Hein. Tout préparer avant de partir. Se documenter, tout savoir. Tout. Enfin, au max, hein. On peut préparer les interviews par téléphone parce qu'une fois sur place, les gens vous redisent les mêmes choses. Souvent, on me dit, mais si tu interviews les gens par téléphone avant, ils vont jamais te le dire aussi bien. Si, ils ont oublié. Donc, c'est pas un problème d'interviewer les gens par téléphone, sauf qu'il faut pas poser ses bottes secrètes. C'est-à-dire, si vous avez une petite question très subtile, je la garde. Mais pour connaître ses antécédents, et en plus, donc en radio, comme en télé d'ailleurs, il faut tout scénariser avant de partir. Je scénarise, c'est-à-dire comment j'arrive, dans quelle pièce, je vais l'interviewer où, je vais lui faire quoi, à quelle heure, avant, après le repas, je vais lui poser cette question à quel moment. Donc dans ma tête, je me fais un film. Rien ne se passe comme prévu. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Mais il faut être prêt. Et surtout, j'écris mes questions de départ, au cas où ça ne vienne pas naturellement, et je m'écris mes questions de fin, pas conclusion, mais la dernière question, je me l'écris au cas où elles ne sortent pas naturellement. Avec évidemment une souplesse, parce que c'est rare que ça se passe comme prévu. Et surtout, je note tout ce que je ne dois pas oublier. C'est-à-dire, il faut absolument parler de ça. Ouais. Et après, tu laisses libre cours à ce qui se passe. Mais oui, parce que tu dois forcément t'adapter à l'invité. C'est horrible. Je veux dire, à la personne que tu as interviewée. C'est à la fois magique et à la fois horrible parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ouais. Ok. Alors, justement, j'ai des questions sur comment... des conseils sur l'art de guider l'interview, parce que c'est super compliqué. T'hésites toujours entre laisser perler la personne, parce qu'en fait c'est aussi elle qui va te permettre en déroulant d'arriver sur un sujet que tu n'avais même pas imaginé, et en même temps toi t'as un scénario, t'as un rythme, t'as une contrainte de temps. Alors tu fais comment et comment tu joues? Genre tu vas me dire peut-être au feeling encore, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ouais. En fait c'est le problème tous les jours, c'est ça. Ouais. C'est que on sait qu'on a un problème de temps. Ouais. Déjà d'enregistrer les rushs, c'est-à-dire on sait qu'on va monter, mais quand même il faut rester dans des limites raisonnables. Bien sûr. Puis au final on sait qu'on a X temps, donc il ne faut pas dépasser. À la fois les gens vous emmènent dans des chemins de traverse, il ne faut pas les rater. C'est horriblement compliqué. Il faut pas hésiter à certains moments quand vous sentez que la personne vous emmène dans un endroit qui est pas intéressant, c'est de l'interrompre. Oui, mais non, je voudrais revenir à... Ne pas se laisser embarquer pendant 5 minutes et après on sait qu'au montage on l'enlèvera mais on se perd. Et toujours à un moment, moi je donne à mes reportages, un titre. Enfin ça c'est vraiment des trucs de... oui c'est bien ça va être... de radioteuse. Hein. Je donne un titre. Oui, et après quand je sens que l'autre me perd, que je suis paumée, je me dis c'est quoi ton sujet? Donc je me donne un titre. Et je le garde et je me l'inscris en face de moi, sur mon front. Et quand je suis paumée, que le gars en face m'a paumée, que je suis perdue, je dis mais attends, c'est pourquoi je suis venue? Exactement. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il faut tout le temps ne pas rater une occasion, une perche que l'autre vous tend. C'est la beauté et la difficulté de ce métier quand on est reporter radio.
Parce que quand vous êtes en télé, vous avez toujours un caméraman avec vous. Enfin, vous êtes au moins 2, si c'est pas 3. Il faut penser. C'est très compliqué parce qu'il faut penser à l'interview. Il faut penser à la personne humaine qui est en face de vous, qui peut vous détester, vous adorer, les relations purement humaines. Il faut penser à la technique. Il faut penser à la lumière, au son, aux gens qui peuvent passer en. Enfin, il y a 1000 choses à gérer. Alors, il y a un autre truc qui je trouve très intéressant dans le rôle de la journaliste, c'est que vous êtes aussi nos yeux, notre nez, se mettre à la place de l'auditeur pour se dire attends, là il va pas comprendre, donc il faut que je lui explique. Alors qu'à la télévision, il y a l'image. On n'a pas besoin de dire que cette personne a que c'est un homme et qu'il a les cheveux longs jusqu'au rein, par exemple. Ouais. Mais c'est indispensable. Il faut qu'on. Ou alors si on n'y arrive pas, on ferme les yeux. Le problème, c'est qu'il faut qu'on voit tout aussi. Mais fermer les yeux, se mettre à la place de l'auditeur, c'est comme s'il avait les yeux fermés. Que va-t-il entendre? Que va-t-il comprendre? Pouvoir percevoir. Que va-t-il comprendre ou percevoir? Il y a la façon très, très nulle de présenter quelqu'un, c'est présentez-vous, oui, bonjour, je suis directeur technique de machin. Et il y a la façon plus subtile, c'est le laisser parler et puis incidemment de dire, bah oui, évidemment, c'est votre métier, vous êtes directeur. Donc c'est très... Mais ça, j'y pense à l'avance. Et alors, il y a une dimension qui est majeure, c'est la voix. Puisque ton métier, tu vois, c'est aussi de transmettre une émotion par la voix, par ta voix. Est-ce qu'il y a des voix qui sont impossibles, rédhibitoires pour passer à la radio? On m'a posé souvent la question et je pense que non. Ça n'est pas la voix qui compte pour être engagé, si je puis dire, à la radio, c'est la personnalité. C'est ce que vous racontez qui compte. C'est ce qu'il apporte. C'est ce qu'il apporte qui compte. La voix, non. Il n'y a pas de voix laide. Tu vois, parce que je me demandais si ça se travaillait. Où on peut apprendre quelque chose, puisque moi je suis autodidacte, mine de rien, c'est quand on lit son texte, quand on lit ses micros. Le grand danger, c'est de chanter, par exemple. C'est nanana. Donc ça, on peut apprendre. Si on est mauvais, et je suis pas excellente pour ça d'ailleurs, c'est apprendre à poser sa voix, parce que nous, les femmes, on a tendance, si on est stressé, à grimper dans les aigus, des choses comme ça. Okay. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'émission Là-bas si j'y suis. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as été au démarrage de la création de cette émission, parce que ça devait être une fabuleuse aventure. Donc j'étais la première. Ah, génial. D'où vient ce nom? C'est quoi l'histoire de cette émission? Enfin, quand je dis que j'étais la première, j'étais une des premières. J'étais la première année. Voilà, je suis arrivée 3 mois après. Voilà. D'accord. Le titre, alors ça vient de... Ah oui, c'est vrai ça. Je vous livre un truc. C'est sa mère, donc la mère de Daniel Mermet, n'arrêtait pas de lui dire « Tu m'embêtes, va voir là-bas si j'y suis. » D'accord. Et ça vient de là, de là-bas si j'y suis. Okay. Comment se passait la collaboration, dans le sens, est-ce que c'est toi qui, pareil, continuais d'apporter les sujets, ou bien il y avait une ligne éditoriale et du coup les sujets pouvaient être suggérés? Voilà, tout. C'est-à-dire que soit c'est Daniel qui avait envie d'un sujet, soit tu proposais, soit l'actualité. On livre à Daniel comme tout. Ça s'appelle un producteur, on va dire chef. On lui livre une fiche, c'est-à-dire il y a les sons, avec plage 1, plage 2, plage 3, etc. C'est découpé. Et on lui livre une fiche avec le nom de la personne interviewée et un petit résumé de ce qui est dans cette plage. Et après, c'est une grande feuille blanche, c'est-à-dire qu'il y a le haut qui est occupé, c'est tout, avec le minutage. Savoir les premiers mots, les derniers mots, pour que le réalisateur... Oui, pour donner des repères. Enfin, ça, c'est vraiment, on est dans la tambouille. Hein. Savoir si ça se finit chanté, par exemple, par une ambiance d'un loup qui hurle à la mort, donc ça finit ce qu'on appelle sur un chante. Est-ce que c'est un mot brutal? Pour savoir qu'est-ce qu'on met après. Et après, il y a les 3/4 de la feuille qui sont blanches et Daniel écrit son texte. Alors, on va arriver à un petit sujet. On t'appelait la sexploratrice. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Bon, je vais te demander quand même ce que ça veut dire et pourquoi on t'appelait comme ça. Mais après, j'ai compris quand j'ai écouté 2-3 épisodes qui m'ont bien fait marrer. Pour moi, sexploratrice, c'est un surnom qui est venu comme ça. C'est parce que j'ai fait beaucoup de reportages sur le sexe. Et alors pourquoi? Comme ça, c'est venu comme ça. C'est un jour, il y avait une exposition sur des photos érotiques. Daniel m'a lancé là-dessus.
Et puis, bon, j'ai ramené un truc qui était marrant, rigolo. Puis du coup, j'ai commencé sans le savoir que ça serait une série où on parlait de sexe. Des trucs qui sortent un peu, évidemment, un peu de l'ordinaire. J'ai compris aussi après, au départ, on ne sait pas, mais que ça fonctionnait bien avec moi. Parce que, alors avec le recul, hein, j'ai cru comprendre que je ne jugeais pas les gens. Quand ils me racontaient des horreurs, j'en rigolais. Je prenais tout à la rigolade. J'ai écouté particulièrement celui de Forgeron de Satan, qui te balance des fois des trucs improbables quand même. Et alors, toi tu réagis, en fait, tu répètes ce qu'il vient de dire, mais on sait pas exactement. Ah d'accord, des cages pour mettre les hommes le week-end. Ah, des boulets de 90 kilos. Ah, comme ça. Je ne le fais pas exprès, mais je fais un peu la conne. C'est-à-dire que, ah bon? Voilà. Pour résumer, tout le monde se fout souvent de moi en me disant « mais on a toujours l'impression que tu débarques ». Et je ne suis pas conne, complètement conne non plus. C'est-à-dire que je sais que du coup, l'autre, il va en renchérir. Il y a dans ce reportage avec le forgeron, à un moment donné, il te montre une lampe. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous êtes dans le hangar et donc vous marchez sur des trucs. Et donc, tu sens que c'est vraiment le Capharnaüm. Et à un moment donné, vous marchez sur des trucs. Et il dit « c'est quoi ça ? Oh, bah ça, c'est une cliente qui a oublié sa cravache. » Enfin, c'est des choses comme ça. Mais à un moment donné, il te montre une lampe avec, donc, c'était un phallus qui était monté sur la lampe, et il y avait un abat-jour, donc c'était une lampe phallus, quoi. Enfin, et toi, tout ce que tu réponds, c'est... Donc le truc était énorme, a priori, donc lui, il t'explique que c'est a priori pour une dame qui était pas bien, servie à la maison, enfin bref, pas bien s'attacher. Non, mais il dit un truc comme ça, et toi, tout ce que tu réponds, c'est « Je sais pas, mais moi, j'aime pas trop l'abat-jour ». Et j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, bon, en fait, moi j'imaginais cet énorme hangar avec que des objets mais complètement de dingue. Moi, je vais parler de et toi, tu parles de déco. Ça, c'est pas trop mon style. Alors ça, c'est pareil, ça sort tout seul. Oui. Heureusement que je suis comme ça, sinon je n'aurais pas réussi dans ce métier. C'est le décalage permanent. Ouais. Et ça te permet la neutralité, parce que ça, c'est une des questions que je voulais te poser. C'est, on a forcément tous des limites. De ce qu'on accepte ou de ce qu'on n'accepte pas. Est-ce que toi, ces limites, tu te les fixes avant de partir? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un sujet où tu te dis ça, je vais pas parce que je sens que pour moi, ça va être bloquant ou pas? Si ça arrive sur place et qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose à un moment donné qui est vraiment mais à l'opposé, enfin qui vraiment te fait réagir, tu restes neutre? Mais je suis journaliste. Ouais. C'est la journaliste qui travaille. Ouais. C'est pas la femme. D'accord. Moi, je pose une question de journaliste. Là-bas, si j'y suis, est une émission extraordinaire parce que on peut tout garder, on intervient personnellement, on fait partie du reportage. Ça ne m'intéresserait pas de faire un reportage, d'être porte-micro où ma personnalité n'intervient pas. Alors j'ai vu aussi que tu étais dans le tourisme, enfin et donc tu expliquais a priori que tu testais des loisirs improbables. C'est ça, hein. Ça, j'ai adoré. Mais ça, c'est trop drôle, ça. C'est génial. C'était pour Radio France Internationale. C'est une émission sur les loisirs. Et à un moment, le copain me dit « Bah tiens, tu devrais faire des loisirs improbables. » Et je me suis éclatée. Parce que moi, tout ce qui est étrange, tout ce qui est bizarre, insolite, j'adore. Tu peux nous donner juste un exemple? Par exemple, du ski sur gazon, du street fishing. C'est-à-dire faire de la pêche en ville. D'accord. Du street golf, faire du golf en ville. Aller voir la fédération de ricochet, avec compétition internationale de ricochet. Mais le meilleur exemple, c'est le street golf. C'est-à-dire faire du golf en ville. C'est-à-dire qu'ils visent des poubelles, ils ouvrent la poubelle et ils disent « Allez, je te le fais en 2 coups. » C'est génial. Paf, paf. Voilà. C'est génial. Ouais. Mais effectivement, moi, tout ce qui me fait rire, j'adore, évidemment. Et ce qui fait rire les auditeurs. Ça rejoint ce que tu disais au tout démarrage, quand tu disais que j'ai pas l'impression de travailler parce que je vis et je la raconte aux autres. Bah, c'est exactement ça, en fait. Oui, en plus, j'ai pas d'horaire de travail. Avec le bon et le mauvais côté du truc. Sûr. Ça veut dire 12 à 15 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. J'aimerais bien qu'on parle aussi de tes autres métiers de journaliste, mais sur d'autres médias. Donc, j'ai vu télé et presse. Est-ce que tu peux surtout nous expliquer, parce que quelles sont les vraies différences de métier de journaliste sur ces différents supports? Alors, c'est le même fondamentalement, c'est témoigner et transmettre. C'est-à-dire qu'on témoigne de quelque chose qui existe et on transmet aux autres. Et avec l'idée aussi de dire aux autres, vous n'êtes pas les seuls au monde. C'est raconter une histoire. Ça peut être, il n'y a pas de drame, mais on raconte une histoire, on fait rêver.
Mais pour moi, c'est le même métier. Alors après, il y a le support technique. Effectivement, quand on fait de la télé, on a l'image, donc on n'a pas besoin d'expliquer l'image. Alors, comment tu es rentrée en contact avec ces autres médias? La télé, c'est tout bêtement... souvent, je voulais travailler en télé pour ajouter une corde à mon arc et puis surtout pour être mieux payée. J'avais plusieurs amis qui faisaient les passerelles, mais ça n'a jamais marché pour qu'ils m'emmènent avec eux dans leur aventure. Il y a eu 1000 tentatives, enfin pas 1000, il y a eu 3, 4, 5 tentatives qui ont toutes échoué. Et une fois, il y avait une émission sur Canal+, que j'adorais. Et ben, j'ai frappé à la porte. Comme toujours dans ce métier, il faut défoncer les portes. Il faut défoncer les portes. Même au début, quand j'ai travaillé, j'ai commencé par RFI, je ne connaissais personne. Je suis allée à la maison de la radio et je dis bonjour, est-ce que je peux voir le directeur? Non, c'est pas possible, mais allez voir un tel. Ah, me dit, ah ben non, moi non. Alors je frappais aux portes, mais vraiment, comme ça, bonjour. Voilà, j'ai fait un petit reportage à l'île de la Réunion, mais j'ai beaucoup voyagé, je connais l'Afrique, quoi, voilà. Et puis, pendant une semaine, j'ai fait ça, mais rien, mais allez vous faire foutre, rien. Ouais. Et puis un jour, je suis tombée sur un mec, un vendredi soir à 4h, qui m'a dit « Ah ben oui, ça m'intéresse, tenez, prenez le magnéto qui est là, partez, et ramenez-moi ce que vous voulez. » Ça s'est fait comme ça? Mais oui. Comme toujours, c'est la rencontre de la personne qui te met le pied à l'étrier. Et petit bout de ficelle, un petit bout de... Tu ne sais pas comment, mais te fais confiance et tu ne sais pas pourquoi. Enfin, j'avais jamais touché ce magnéto, je ne sais pas comment ça marchait, mais enfin bon. Et après, je l'ai ramené, et puis il m'en a proposé un deuxième, et puis après, j'ai connu une fille qui m'a dit « Mais je vais te montrer les ficelles du métier. » C'est ça. Et puis... Donc, les rencontres. Ouais. Pas hésiter à frapper les portes, le hasard, l'ouverture et la curiosité, parce que c'est parce que tu es riche en expérience que tu as quelque chose à donner quand même. Puis il faut plaire, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut plaire à quelqu'un. L'autre problème encore, c'est de plaire longtemps, parce que vous passez de mode. Donc il y a un moment, très souvent, on dit on en a marre, enfin on ne le dit pas, mais on le pense, on en a marre de ta gueule. Durer dans ce métier, c'est encore un énorme problème. Et puis il y a le problème de la chance. Et on dit volontiers que si on a... Alors la chance, il faut l'avoir et il faut la provoquer. Et on dit souvent dans ce métier que ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Alors au tout début, tu nous as dit effectivement que tu n'avais été ni en CDD ni en CDI. Alors ça m'amène une question, c'est le statut dans ce métier. Si tu n'étais ni en CDD ni en CDI, tu étais? Rien. Rien. Quand tu rentres dans le monde des médias, tu oublies toutes les règles légales. Il n'y a plus de droit du travail. Il n'y a rien. C'est fini. Tu es dans un autre monde. La loi n'est pas respectée. Pas de contrat de travail. Aucune obligation. C'est-à-dire, on te commande un travail, mais c'est pas par écrit. Donc, il n'est pas diffusé, il n'est pas payé. Quel était le modèle de rémunération? C'est-à-dire, est-ce que tu es payé uniquement parce que tu as réalisé un reportage, quel que soit son succès? D'accord. Non, quand tu travailles... Bon, moi, je connais surtout Radio France. Tu es payé à l'émission, à la diffusion de l'émission. Donc, il y a des règles, il y a des tarifs qui courent, mais en fait, chacun l'adapte comme il veut. Des fois, on va donner au responsable de l'émission, on va lui donner une enveloppe, tant par mois. Après, il en fait ce qu'il veut, il le divise comme il veut. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens pas honnêtes. Il y a des gens qui font à la tête du client, c'est-à-dire qui vont... son chroniqueur, son reporter, j'en sais rien, il va le payer un certain prix. Le gars d'à côté, pour le même travail, il va lui payer un autre prix. Donc, tu as le cachet que tu touches. Si personne n'oublie de te payer, que tu touches une fois que le reportage est diffusé. Ouais. S'il n'est pas diffusé, pour X raisons, soit c'est de ta faute parce qu'il était mauvais, soit tout simplement ce jour-là il y avait grève, il n'est pas diffusé, soit la personne en face de toi est honnête, elle te paye, soit elle n'est pas honnête, elle ne te paye pas. C'est-à-dire que tu peux bosser 15 jours sur un reportage qui n'est pas diffusé pour X raisons, tu n'es pas payé. Tu te mets 15 jours de travail dans l'os, tu n'as rien. Ensuite, tu as des droits d'auteur qui sont en fonction de la qualité de la radio. C'est-à-dire tu touches plus de droits d'auteur sur France Culture, par exemple, parce qu'on estime que c'est un travail plus... Il y a différentes catégories, si c'est du reportage travaillé, si c'est de l'animation, si c'est une chronique, etc. Il y a plusieurs catégories. Et puis, c'est en fonction... c'est pas en fonction de l'audience de l'heure de diffusion, mais on va dire que la nuit, c'est moins payé, par exemple, que la journée. Mais c'est tout.
Mais c'est pas en fonction de si à 13h tu as X millions d'auditeurs, c'est pas comme en télé. Voilà. C'est ça, exactement. Ça n'est pas comme en télé. Il y a une partie quand même administrative qu'il faut pas négliger. Et surtout une part d'incertitude qu'il faut accepter parce que tu ne sais pas de quoi tu vivras dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Quoi. C'est la précarité absolue, surtout sous-payée. La radio, c'est parmi les médias qui payent le moins. Donc c'est vraiment une vocation. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas la semaine d'après ce que je vais faire. Je ne sais pas combien je vais gagner. Et c'est horriblement usant. C'est exaltant au début, parce que c'est la liberté. Mais c'est aussi un esclavage. Moi, je me suis toujours considérée comme une esclave affranchie. C'est-à-dire que tu travailles quasi pour rien, mais tu es libre. Voilà. Alors justement, c'est une très bonne transition. Je voulais te demander justement ce qui te plaisait le plus dans ton métier. Ce qui t'a permis en fait de rester quand même un peu émerveillée, quoi, je pense, toutes ces années. Parce que je peux pas imaginer la vie sans reportage, quoi. Parce que moi, on m'a toujours appelée Miss Question. Je suis toujours en train de dire, mais enfin pourquoi, mais enfin comment, mais explique-moi, gna gna. Et pour moi, c'est naturel d'avoir un micro sous la main et puis expliquez-moi, racontez-moi. Ouais, mais tu le fais pas que pour toi parce que sinon tu n'aurais pas le micro. Oui, c'est transmettre, quoi. C'est ça, je sais pas pourquoi, j'ai une passion de ça et de raconter aux autres ce que j'ai vu. Et puis, le questionnement personnel, c'est, je l'ai compris qu'à la longue, hein, c'est de demander aux autres comment vous faites pour survivre à la vie. Parce que moi, je suis partie voyager quand j'avais 20 ans pour aller voir ailleurs comment est la vie, pour m'ouvrir. Et la vie est dure, je trouve. Et vous faites comment? À quel moment, justement, de toute ta carrière, tu as eu un déclic et tu te dis je suis journaliste? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question parce que non, je ne me suis jamais parce que pour moi, journaliste, c'est un mot magique, c'est très noble. C'est très noble, voilà. Ah ouais. Et jamais, moi, je me considère tellement petite, tellement modeste, enfin modeste, ma situation modeste, que non, j'ai du mal à dire que je suis journaliste. J'ai du mal à y croire. Alors heureusement, il y a France Inter, parce que France Inter quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est un certificat. Ça, je savais Donc pas. voilà, pour moi, ce mot est trop noble. J'ai du mal à dire que je suis journaliste. Oui, c'est vrai, je suis journaliste. Puis surtout, ce qui me faisait rire, c'est que quand j'arrivais sur le terrain, bonjour, je suis journaliste. On vous ouvre toutes les portes, c'est le tapis rouge, les gens vous regardent avec des grands yeux. Et moi, je savais que j'étais là pour gagner 75 € pour 3 jours de travail, que j'allais me faire engueuler par mon rédacteur en chef quand j'allais rentrer pour X raisons, que j'étais qu'un tout petit maillon de la chaîne. Et quand je voyais quand je vois le regard des autres en face, je dis mais mon Dieu, si vous saviez le décalage. Et c'est vrai que qu'est-ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il m'a permis j'avais la fibre du voyage en moi, mais il m'a permis de voyager partout, de rencontrer des gens, toutes sortes de gens. Si tu devais conseiller des gens qui veulent exercer ce métier, qu'est-ce que tu dirais? Alors, j'ai un peu réfléchi. Alors, le conseil, je dirais de faire une école, bien que ça ne soit pas la panacée. Moi, je n'ai pas fait, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, de faire une école, parce que c'est pas mauvais de faire une école. Il y a pas on ne peut qu'apprendre, voilà. Faire des stages à gogo, même si vous n'êtes pas payé, parce que c'est toujours des portes d'entrée. Parce qu'il n'y a pas de règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché du travail, il n'y a pas d'ANPE pour trouver du travail. Ce sont des rencontres. Il faut séduire, voilà. Il faut surtout, avec le temps, se faire une spécialité, se trouver une niche dans laquelle vous êtes le meilleur. Vous êtes fait mieux que le gars d'à côté. Il faut trouver. Moi, il s'est trouvé que ça s'est trouvé que c'était le portrait, par exemple, que j'adore et que je fais bien. Par exemple, il faut se trouver un truc que les autres n'ont pas. Voilà. Oui. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas lâcher, c'est l'enthousiasme. Parce que ce qui fait que on va vous donner du travail, que vous allez conquérir quelque chose, c'est l'enthousiasme. Si l'autre... En fait, c'est ça. Je crois que le maître mot, c'est l'enthousiasme. La curiosité. Bon, il faut que l'autre sente que vous êtes curieux de tout. Et il faut que vous soyez enthousiaste. Parce que si on ne sent pas l'enthousiasme, on ne vous fera jamais travailler. Voilà. Super. Merci. Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Il y a une très jolie citation que j'ai retrouvée, c'est que
j'adore interviewer des fêlés parce que, comme disait Michel Audiard, c'est chez les gens fêlés, on peut voir la lumière les traverser. Voilà. Très beau. C'était un truc technique sur l'interview. Ce qui me passionne dans l'interview, c'est le moment magique où tu sens que tu rentres dans le vrai. C'est-à-dire qu'on blablate, on dit des banalités, des généralités sans intérêt. Et puis à un moment, tu sens que ça bascule. Tu sens que le vernis se craque et c'est là que tu sens que tu rentres dans le dur et dans le vrai. Des fois, s'il faut un verre de vin rouge, moi, il m'arrive de dire aux gens, attendez, vous êtes tendus, allez, on boit un petit coup, petite bière, machin, histoire pour qu'ils se détendent, voilà. Et puis surtout, parce que tu as bien travaillé ton dossier, tu poses la bonne question. Parce que des fois, tu interviews des gens célèbres ou des gens ultra compétents et ils te regardent arriver, la petite nana, elle n'est pas sérieuse. Et si à un moment, tu poses la bonne question, tout d'un coup, tu sens en face le type qui te regarde différemment. Il se dit, ah, là, il te dit, ça y est, là, il te prend au sérieux, il dit, ah là, on rigole. Et là, je dois dire que je bois du petit lait parce que je tiens mon truc. Je domine pas l'homme, je domine la situation. C'est moi qui tiens les rênes, je vais l'emmener où je veux l'emmener, c'est-à-dire à une bonne interview. C'est pas que je veux lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Mais pour ça, il faut l'avoir bien préparé. Mais là, quand je sens que je pose la bonne question et que la petite lumière s'ouvre dans l'œil de l'autre, là, j'adore ce métier, quoi. Voilà. Super. Merci pour tout ça, parce que c'est très très riche. Tu sais qu'avant de se quitter, il faut que tu me lances le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Alors, je peux commencer par plusieurs propositions que j'ai abandonnées pour après te donner la dernière. Mais vas-y, bien sûr. Je peux même en retenir plusieurs. Hein. Comment font les rédacteurs de publicité ou de marketing pour écrire avec autant de talent des slogans ? Ensuite, un truc qui me passionne, moi, c'est les coachs en langue de bois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça, coach en langue de bois ? C'est les gars qui sont experts en communication et qui expliquent à un chef d'entreprise ou un homme politique comment arriver à parler facilement avec une langue de bois, ne rien dire. Oui, ne pas répondre à la question, par exemple. Parler 10 minutes. Enfumer tout le monde, faire des discours d'une demi-heure sans ne rien dire. Moi, ça m'amuserait, je l'ai fait, mais ça m'amuserait de l'entendre, c'est le fabricant de poupées gonflables. Et surtout le gars qui teste les poupées gonflables avant de les vendre. Et j'ai fini par celui vraiment, vraiment un vrai métier sérieux. Il y en a des sérieux là dans ce que tu as cité, dis donc. Ouais, que j'aimerais bien entendre, c'est les gens qui sont traducteurs simultanés. Ah oui, super. C'est-à-dire les gens qui traduisent à la même vitesse que la personne qui parle. Ouais. Moi, ça me fascine. Je suis bien d'accord. Ok, super. Et ça, c'est des beaux défis. Je vais peut-être pas m'attaquer de front à tous. Et puis déjà, j'ai repéré certains qui seraient plus faciles pour moi quand même. Mais je retiens le traducteur simultané en priorité. Merci beaucoup, Anne. C'était très agréable. Non, merci à toi aussi. C'est toujours intéressant d'échanger parce que moi aussi, j'apprends des trucs en écoutant tes questions. Ok, super. Je te remercie énormément et je te dis à très vite. J'espère sincèrement que cet épisode avec Anne vous aura autant passionné que moi. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple. Il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!